Le PageRank est un indice de popularité d'une page. Et en fait, les gens croient toujours que PageRank, c'est la page. Non, en fait, PageRank, c'est Larry Page. Il a donné son nom. Il n'a pas fait plus compliqué que ça. Voilà. Donc, c'est la petite anecdote. Mais si vous entendez parler de PageRank, c'est Larry Page. C'est l'un des deux fondateurs. On va parler du robot d'exploration. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un tout petit animal qui s'appelle le Googlebot? Vous avez déjà entendu parler du Googlebot? Ouais? Non? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis, le Googlebot? Est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne, Google, d'ailleurs? Non? En même temps, sinon, vous ne seriez pas forcément là ce matin. Ça paraît très logique. Allez, on va essayer de voir un petit peu comment il fonctionne. Le Googlebot, c'est en fait l'outil qui est utilisé par Google. C'est, pour faire simple, prenez plein d'ordinateurs qui vont aller travailler tout le web et qui vont aller ce qu'on appelle scraper le web. C'est-à-dire qu'ils vont passer sur le web et ils vont aller chercher toutes les pages qui existent. D'accord? Dans nos métiers, on appelle ça des spiders. Donc, c'est des ordinateurs qui vont passer sur l'intégralité des pages web qui existent et qui vont simplement passer dessus. On fait attention, ils n'en font rien. Ils vont simplement faire remonter l'info à un organe principal disant « Tiens, il y a une page. Cette page-là, elle m'a amené vers quelqu'un d'autre. Tiens, une autre page. Tiens, une page. Tiens, une page. » Et ils font remonter l'info. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les spiders. D'accord? Ces spiders-là, en fait, c'est ce que je disais. Ils vont aller passer sur les pages de votre site. On va déjà commencer à comprendre quelque chose. Pour que Google il puisse vous donner comme résultat quelqu'un qui cherche. D'accord? Quand j'essaie de vulgariser le SEO, je dis toujours la même chose. Si demain, vous deviez me recommander une pizzeria, moi je vous dis j'ai envie d'aller manger une pizza, et vous devez me recommander un restaurant, il vous faut deux choses. La première, le restaurant que vous avez en tête, est-ce qu'elle fait bien les pizzas? Surtout la qualité. La qualité de la pizza que vous allez me recommander. Parce que si vous allez dans une pizzeria, qu'effectivement elle fait des pizzas, et qu'elles ne sont pas super bonnes, finalement, c'est vous qui me l'avez recommandé. D'accord? Donc, vous mettez votre image en jeu. Google, c'est la même chose. Quand il y a un internaute qui va faire une recherche, qui va demander quelque chose vous concernant, il va falloir que Google sache que vous faites bien ce qui vous est demandé, mais il faudra aussi qu'il puisse savoir si vous êtes bon dans votre domaine de compétences. Malheureusement, Google, il ne peut pas juger ce que vous faites. Donc, en fait, il va juger votre e-réputation. D'accord? Et donc, il est très important, avant même de pouvoir juger ça, qu'il vous connaisse. S'il ne vous connaît pas, s'il ne vous a pas scrappé, s'il n'est pas passé sur les pages de votre site, vous n'existez techniquement pas. Donc, vous doutez bien qu'il n'est pas prêt de vous donner comme une réponse. D'accord? Donc, première chose qu'il fait, il va scraper tout le web, il va passer tout dessus et il va aller relever chacune des pages. D'accord? Et une fois qu'il a dans ces pages-là, il va vous mettre dans la deuxième partie qu'on a appelée l'index. D'accord? Au moment où il va arriver sur votre site internet, il va se dire, tiens, je vais passer tant de temps à essayer d'aller comprendre ce qu'il fait. D'accord? Ces notions-là, en SEO, on appelle ça le crawl budget. D'accord? Donc, il va vous donner un espèce de budget prévisionnel pour aller rechercher les informations de votre site. D'accord? Et ça, c'est une donnée qui est très, 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 très importante. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, pensez à un truc très simple. Passez le web en revue comme ça, à votre avis. Quel est le principal problème pour aller passer autant de sites en revue pour Google? S'il a une bécane qui s'amuse à scraper le web, qui tourne en temps réel, ça consomme l'électricité. Si ça consomme l'électricité, ça coûte de l'argent. Et Google, c'est une société financière, il ne faut pas se tromper. Donc plus il dépense d'argent, moins il vous aime. D'accord? Donc plus il est obligé d'aller avancer pour aller regarder tout ce qui se passe sur le web, plus vous lui coûtez d'argent. Plus vous lui coûtez d'argent, moins il vous aime. Moins il vous aime, moins il revient. Moins il revient, moins il vous connaît. Moins il vous connaît, moins il a tendance à vous donner comme résultat. Vous voyez? Donc, il va en fait utiliser plein de machines qui vont tourner sur le web au fur et à mesure. D'accord? Et ça, le crawl, il est en continu. D'accord? Et ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, il va aller visiter tout un tas de sites. Il s'est mis des règles pour dire, tiens, celui-là, je vais plus aller le voir, ou celui-là, je vais le moins aller le voir. D'accord? Et pourquoi je vous disais que ça, c'est important pour vous? Parce que dans ce crawl budget, dans cette espèce de
de manne qu'il vous attribue. Alors, souvent, quand je parle de crawl budget, les gens pensent que c'est des euros, des dollars. Non, c'est juste un capital site, un capital, c'est des tokens en fait qu'il vous attribue. Et bien en fait, il va vous limiter dans l'exploration de votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle les notions de crawl budget. Et pourquoi c'est très très important? Et là, je vais vous donner vos premiers tips. C'est là où vous pouvez commencer à noter. Il y a 4 trucs à noter. D'accord? Bien évidemment, je vous laisserai la diapo, enfin en tout cas, je laisserai à Corinne. Après, je pense qu'elle pourra la redistribuer pour ceux qui veulent. La première des choses qui est importante, bien évidemment, c'est la capacité de votre serveur. Et c'est pour ça qu'on est limité sur vos bandes passantes. Plus vous avez un serveur performant, plus les robots, ils peuvent aller vite dans l'exploration de votre site. Donc, c'est-à-dire que s'il a attribué un terme de temps et que déjà, votre site, à chaque fois qu'il va ouvrir une page, il met 3 secondes à charger, autant vous dire qu'il va aller regarder pas beaucoup de pages. Si par contre, votre site a un gros serveur très puissant et là, à chaque fois qu'il va requêter quelque chose, ça va à 2000 à l'heure, là, il va aller en voir plusieurs des pages. Donc ça, c'est une première chose qui va être importante. Et puis après, il y a la profondeur. Plus il est obligé d'aller loin, profondément dans votre site, plus vous avez de chances qu'il n'y aille pas. Et s'il n'y va pas, il ne donne pas l'info. D'accord? Donc, dans votre arborescence, travaillez bien le fait de pouvoir mettre des infos assez rapidement accessibles. Et donnez-lui, si vous avez une page qui est très importante, donnez-lui plusieurs chemins d'accès. La home, le menu du footer, des liens internes dans votre site. Plus vous donnez de liens internes dans votre site qui orientent vers la page que vous souhaitez mettre en avant, plus c'est facile pour le moteur de recherche, plus c'est facile, plus vous connaissez, blablabla. Ça va? Donc, première chose, faites attention à ça. Il y a une donnée aussi qui est importante, c'est la fréquence des mises à jour. Pourquoi ça, c'est très important pour Google? Pour un truc tout simple. Si à chaque fois que je viens sur votre site, j'ai toujours les mêmes infos, ça fait 10 fois que j'ai le spider, donc que j'envoie mon spider, donc que je dépense de l'argent pour venir sur votre site, et ça fait 10 fois que vous me remontez la même info. Bon, finalement, je vais espacer les temps à laquelle je viens vous voir. Et puis, dernière chose, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est la qualité du contenu. D'accord? Dites-vous une chose. Plus vous avez un contenu de qualité, plus les internautes sont contents d'aller sur votre site. Le représentant en termes SEO pour Google en Europe, qui est basé en Irlande, il s'appelle Larry Clay. Et alors lui, à chaque fois qu'il fait une keynote, donc nous, quand Larry Clay fait une keynote, nous, on est comme ça. Quand ils annoncent leur keynote, pendant 6 semaines, on transpire, on ne sait pas ce qu'ils vont annoncer. Et à chaque fois qu'il annonce un truc, il dit « Ouais, non, en fait, ça ne sert à rien, faites juste du contenu. Ça ne sert à rien, faites du contenu. Ça ne sert à rien, faites du contenu. » Si on l'écoute, on a juste besoin de faire du contenu qualité et on serait premier. Ce n'est pas si facile que ça. Mais ça vous donne en fait l'image que Google veut véhiculer. Concrètement, vous allez voir, on va voir les filtres algorithmiques. La qualité pauvre est gérée par un filtre, d'accord, qui s'appelle Panda, et on n'a pas la moindre idée comment il fonctionne, le filtre. Alors, on a quelques règles. Voilà. On sait que plus il y a de mots sur une page, mieux c'est. Il y a des études qui montrent que les sites les mieux référencés sont ceux qui ont des pages de plus de 875 mots. 875. En gros, nous, on dit toujours entre 800 et 1000 mots par page. Là, vous êtes à peu près sûr d'avoir une page de qualité. D'accord? Après, une page de qualité, ça va être jugé aussi, est-ce que l'internaute… Moi, j'essaie toujours d'expliquer à mes clients, il faut que l'internaute, lorsqu'il lise quelque chose, il trouve l'info pertinente. Si l'info, elle est pertinente et qu'elle répond aux standards de Google qu'on va voir après, on peut juger de la qualité. Mais vous allez voir que c'est un critère, et c'est une très bonne question, c'est un critère qui est extrêmement flou chez Google. D'accord? Donc vous avez vu que déjà, vous avez déjà plein de trucs à faire pour que les spiders puissent passer plus souvent sur votre site et plus longtemps et mieux compris. D'accord? Alors, si jamais il y a des techniciens dans la salle, souvent, je fais une parenthèse, mais si jamais en tout cas vous avez des agences qui vous suivent derrière, il y a quelques années, on pouvait ce qu'on appelait sculpter les URL. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait les menus, les URL, et j'allais dire à Google, je mettais un noindex derrière et je disais, ça, tu ne vas pas sur cette page-là. Et du coup, en fait, je les orientais, ma notion de crawl budget, je l'orientais vers là où je voulais l'amener. C'est-à-dire que je lui disais, non, va pas là, va pas là. Je lui faisais une map et je lui disais, tout là, tu vas pas, tu vas directement là où je veux. Ouais, depuis 2016, ça ne marche plus. En fait, il a dit, pas de problème, j'ai 5 pages à aller explorer, tu m'en masques 3, ok, pas de souci. Et je vais juste passer 2/5 du temps que j'avais prévu sur ton site. Le problème de l'indexation, c'est 50% des problèmes
que j'ai quand je fais un audit SEO. Ça vient de là. D'accord? L'indexation, c'est quoi? Pour vous faire comprendre l'indexation, imaginez, il a plein de données. D'accord? Il a vu que vous aviez tous plein de pages. Petite précision, ce n'est pas votre site qui est indexé. C'est chacune des pages de votre site. D'accord? En fait, votre site au global n'est qu'une entité virtuelle pour Google. D'accord? C'est chacune des pages. D'ailleurs, si vous regardez, c'est vos pages qui apparaissent, pas votre site. D'accord? Peut-être votre page d'accueil deux fois, mais c'est vos pages qui apparaissent, ce n'est pas votre site. D'accord? Donc l'indexation, pour vulgariser ça, alors s'il y a des experts SEO, vous m'excuserez cette grosse vulgarisation, mais imaginez vous avez une très grosse bibliothèque. D'accord? Il a pris tout un tas de pages, il a vu tout un tas de bouquins, et bien ces bouquins-là, il les a mis dans une grosse bibliothèque. D'accord? C'est ce qu'on va appeler son index. OK? Bon, ce n'est pas aussi facile que ça. On va essayer d'aller comprendre un petit peu parce que c'est une notion qui est importante pour vous. Donc l'index, c'est là où il stocke à un instant T tout ce qu'il a trouvé sur le web. D'accord? Et ensuite, il va aller classer son index. Il va aller trier ces fameux bouquins qu'il a mis dans la bibliothèque. D'accord? Je vais vous expliquer comment il trie ça. Alors, la première des choses, c'est que Google il va avoir ce qu'on appelle un index principal. L'index principal, c'est ce qu'il va considérer comme être le mieux de ce qu'il a trouvé. On verra ce qu'on met derrière le mieux. Et puis derrière, il a un index secondaire. Ça, c'est tous les sites qui jugent justement en mauvaise qualité. Au moment où je vais voir mon libraire et que je dis « Tiens, je veux un bouquin qui parle de pizza », lui, il fonctionne à l'inverse. Il sait qu'en fait, ce bouquin parle de pizza. Donc, il ne part pas du bouquin, il part du mot l'étiquette qu'il a associée à ce livre-là. L'index inversé, c'est une étiquette qu'il a posée sur votre page. Et il dit « Votre page, elle parle de ça ». Et donc, quand il y a ça qui est recherché par l'internaute, eh ben, il peut retrouver le bouquin. Ça va, l'index inversé? Une bibliothèque et des étiquettes qu'il a posées dessus pour savoir de quoi le bouquin parle. Ça va? Et il y a tout un tas de sites qui ont des mauvaises étiquettes. On a ce qu'on appelle des balises title. La balise title, c'est la balise titre, c'est la balise la plus importante en termes de SEO. C'est en fait la description pour Google, pas visible de l'internaute, c'est la description pour Google de votre page. En gros, vous dites à Google, cette page-là, elle parle de ça. Eh bien, j'ai déjà vu des balises title, bienvenue. Autrement dit, si l'internaute ne tape pas bienvenue, il ne vous trouve pas. Et je ne suis pas persuadé que ce soit ce qu'il tape lorsqu'il recherche vos services. Enfin, à moins que... Je ne sais même pas de quoi vous pourriez parler pour apparaître sur bienvenue d'ailleurs, mais voilà, d'accord? Et donc, le problème, c'est que quand Google il arrive sur votre page, que le spider il la lit, et qu'il tombe sur bienvenue, ben, il lui met une étiquette bienvenue. Et quand le mec qui vient chercher son bouquin et qui rentre dans la librairie et qui dit ben, moi je recherche une pizza, ah ben, le libraire regarde, il dit ah, une étiquette bienvenue. Ah ben non, ça ne doit pas parler de pizza. Ben si. Si, c'est simplement, on n'a pas donné la bonne information. D'accord? Donc là, vous pouvez aller vérifier ce qu'on appelle votre balise titre, votre balise title. Cette balise-là, alors tout va dépendre de l'outil que vous avez. Si vous travaillez avec un CMS, donc un outil de création de site, comme WordPress par exemple, directement, vous avez un espace qui est réservé dans votre back-office. Et il y a écrit balise titre et vous pouvez aller faire. Ensuite, il faut aller simplement sur des notions un peu plus techniques. Après, je pourrais vous montrer comment on peut faire. Moi, j'ai des outils qui me permettent d'aller vérifier ça. Sinon, vous faites explorer le code source. Vous savez, quand vous êtes sur votre site, vous faites un clic droit, explorer le code source, et là, vous tapez dans la recherche title. Et il vous surlignera cette fameuse title. Voilà. Donc, ou directement dans votre back-office, si vous gérez vous-même votre site ou si votre prestataire le gère, ou vous pouvez aller exposer un code source. Voilà. Ça va? Mais si après, on vous montrerait votre site et je vous donnerai votre title, si vous voulez, ce sera plus facile. Donc, title, allez surveiller. Balisage hiérarchique, allez surveiller. Vous avez peut-être entendu parler H1, H2, H3. Vous vous souvenez, quand on était à l'école, on faisait des dissertations. Enfin, j'ai dû en faire. Je ne devais pas être très bon, mais j'ai dû en faire. Dans une dissertation, il y a un titre, il y a un sous-titre, il y a un sous-sous-titre. Bah, pourquoi? Bah, c'est simplement parce qu'en fait, on est en train de structurer notre contenu. Bah, Google, il fonctionne pareil. Il a un titre, H1, il a un sous-titre, H2, il a un sous-sous-titre, H3. Et donc ça aussi, c'est des informations qu'il faut aller lui donner. Bah, des fois, quand on arrive sur une page, j'ai un H5 en tout haut.
Donc en gros, vous êtes en train de lui dire, alors, la truc la plus importante de mon site, ça s'appelle bienvenue, et en plus, je lui donne une importance de 5. Pas de 1. Ah bah non, c'est trop facile. Donc déjà, qu'il ne vient pas vous scraper tout le temps. Le peu de fois où il vient, vous ne lui donnez pas la bonne info, autant dire que ça va commencer à être un petit peu compliqué. On reviendra sur ces notions-là. C'est simplement pour vous donner une notion de l'index inversé, pour comprendre. Donc, il va mettre des mots et il met des grosses étiquettes. Pourquoi il fait ça? Parce que du coup, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite, de trouver, d'être au plus juste dans son analyse. Et c'est exactement le même fonctionnement dans tous les moteurs de recherche. Je parle depuis Google depuis tout à l'heure, parce que Google, c'est 95% des requêtes en France. Mais Bing, Yahoo, Answer, tout ça fonctionne pareil. Il y a juste un algo sur lequel j'ai du mal à me positionner en ce moment, c'est Quant, parce qu'en fait, il est tellement peu utilisé que du coup, j'ai très peu de données pour aller comprendre l'algorithme. Jusqu'à encore maintenant, d'ailleurs, parce que l'index n'est pas complètement passé. Google utilise en fait un index desk, un index PC. Et il y a en 2017, alors ça c'est toujours Google, Google a annoncé, dernier trimestre 2017, on passe à l'index mobile first. C'est-à-dire que maintenant, je ne regarde plus un PC, enfin je ne regarde plus un site avec son image là, je regarde un site avec son image PC. Parce que cette fameuse bibliothèque, c'était le bouquin, son image mobile, pardon. Dans cette fameuse bibliothèque, vous aviez le bouquin en format grand. Alors que vous, de temps en temps, quand vous rentriez chez le libraire, vous étiez avec votre smartphone. Et donc, des fois, il vous donnait un résultat qui n'était pas forcément adapté. Vous vouliez lire sur votre smartphone et il vous donnait un grand bouquin. Bon, du coup, il s'est dit, tiens, il faut que je m'adapte. Et donc, il a lancé ce qu'on appelle l'index mobile first. Et donc, il y a tous les sites qui sont en train de passer de cet index prioritaire vers l'index mobile first. Et là, ce qu'il va d'abord juger, dans cette fameuse bibliothèque, il y aura la version mobile qui sera indexée. Et après, même si vous êtes sur PC, il ira chercher la version PC. Mais ce qui lui permettra de trier, c'est d'abord la version mobile. Donc, fin 2017, ils ont dit index mobile first. Nous, ça faisait 1 an et demi qu'on entendait ça, on tremblait. C'est pour ça que les versions responsive et tout, tous les référenceurs ont tout changé, blablabla. Ouais, ils ne sont même pas encore en train d'avoir fini. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, l'index mobile first, ça représente 35-37% des sites. Donc, on n'est pas encore complètement passé sur l'index mobile first. Par contre, quoi qu'il arrive, on va y aller. Vous ne vous trompez pas. Donc, c'est-à-dire que déjà, autre critère, si votre site n'est pas adapté au mobile, je vais même dire plus. Si votre site n'est pas pensé pour le mobile, compliqué. Ça dépend bien évidemment des domaines d'activité. Souvent, on a entendu, vous savez, le mobile gate. Le mobile gate, c'était le moment où le monde a plus fait de recherches sur mobile que sur PC. Alors, pareil, on va se détendre. C'est États-Unis, beaucoup. Et ça dépend les domaines d'activité. Aujourd'hui, le mobile dans l'industrie, la part des recherches sur un site internet dans l'industrie sur le mobile, c'est de l'ordre de 12 ou 13 points. Donc si vous êtes dans l'industrie profonde, alors c'est bien d'avoir un site mobile parce que ça fait partie du référencement. Maintenant, vraisemblablement, ça devrait bien se passer quand même. D'accord? Alors, première des choses qu'il va faire, l'algorithme. Comment ça fonctionne Google? La première des choses, quand vous faites une recherche, il va essayer de comprendre qui vous êtes. Ça, c'est la première des choses. Qui vous êtes. D'accord? Donc, il va d'abord s'intéresser à l'internaute. Ça, souvent, les gens ne se pensent pas. Première question qui se pose. Quelle langue vous utilisez? Votre navigateur, il est en français, en anglais, en allemand? D'accord? Pour ceux qui travaillent avec le Luxembourg, 30% des gens au Luxembourg ont un navigateur, 36% des gens au Luxembourg ont un navigateur en anglais. Si votre site n'a pas de version anglaise, Google va vous dégrader dans les moteurs de recherche sur 36% des requêtes. D'accord? Parce que forcément, il a tendance à penser qu'il va donner une réponse qui est dans la langue natale. Nous, on est français, on préfère avoir une réponse en français. Donc, il va essayer d'analyser ça. D'accord? Donc, la langue. Ça, c'est important. Ensuite, il va regarder le terminal sur lequel vous êtes. Vous êtes sur un PC, vous êtes sur un mobile. Ça va jouer aussi dans son... Ensuite, il va regarder votre localisation. Parce que vous soyez à Metz, que vous soyez à Strasbourg, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Pékin, ce n'est pas la même recherche. D'accord? Et d'ailleurs, si vous êtes à Metz et que vous recherchez quelque chose à Metz, ce n'est pas la même chose que si vous êtes à Strasbourg et que vous recherchez quelque chose à Metz. D'accord? Indice de géoloc. Si je suis à Metz et que je recherche un cuisiniste, il va me donner géographiquement les plus proches de moi. Si je suis à Strasbourg et que je recherche un cuisiniste à Metz, il se dit, le mec il va taper 200 km, il peut bien faire 5 km de plus. Donc, il ne va plus forcément vous donner les résultats les plus proches, mais il va peut-être vous donner ceux de meilleure qualité. Vous voyez, donc, tout ça, ça rentre en compte dans la localisation. Et puis enfin, votre pays.
de quel pays vous requêtez. Parce que selon les pays, le même mot ne peut pas dire la même chose. D'accord? Très très compliqué de travailler avec les clubs de football. Parce que football, ça ne se dit pas football en anglais, en américain. Et Google, c'est américain. Donc pour lui, football, c'est le football. Donc ça, c'est des termes qui sont compliqués à aller indexer. D'accord? Ça, c'est vous, l'internaute. D'accord? Et puis après, il va aller chercher derrière votre requête. Qu'est-ce que vous voulez trouver? D'accord? Et pour faire ça, il va regarder plein de choses. La première, c'est qu'est-ce que tous les autres internautes ont fait. Ça vous répond aussi à pourquoi il est si bon. À un moment donné, et là, je vais vous donner un autre tips, ce qu'on appelle, il y a une partie, une business unit chez eux qui s'appelle le Search Click and Data. Ça, c'est l'internaute a recherché une pizzeria. Il y a eu 10 résultats qui sont apparus. Qu'est-ce qu'a fait l'internaute? Tiens, il a cliqué sur ce lien-là, il était sur le site, mais il est revenu en arrière. Ah, ça veut peut-être dire que la réponse n'était pas pertinente, puisqu'il est revenu faire cette recherche-là. Donc, c'est qu'il n'a pas trouvé la réponse. Donc, le site n'est pas bon. Donc, je vais vous dégrader. D'accord? Donc, deux choses, et là, vous pouvez faire. La balise méta-description. La balise méta-description, qui est une explication de ce qu'il y a dans votre page. D'accord? Souvent, on confond. On me dit la méta-description, elle est importante pour le SEO. Walou, Google, il ne la lit pas. La méta-description ne sert à rien en termes d'SEO. À rien. D'accord? Par contre, la méta-description, quand vous tapez dans Google, vous avez vu, c'est les petites lignes qui sont en dessous de votre URL. Mais en fait, elles servent à une chose, à expliquer à l'internaute ce qu'il va trouver. Parce que si vous n'expliquez pas et que l'internaute clique dessus, qu'il arrive, qu'il ne trouve pas le bon résultat et qu'il repart, vous êtes en train de vous dégrader votre naturel. D'accord? Donc, vous faites une belle balise description pour bien lui expliquer. Ça ne sert à rien en termes de SEO. Par contre, ça permet de pouvoir accompagner l'internaute. Et ça, c'est important en termes de SEO. D'accord? Donc, première chose, il va aller analyser tout ça. Et il y a un nombre de requêtes. Donc, il a vraiment beaucoup de données, Google, pour analyser ça. Ensuite, il va chercher vos chaînes de recherche. Vous l'avez tous fait. Vous avez tapé un mot, ça n'allait pas. Vous avez retapé un autre mot, ça ne va pas. Vous avez tapé un troisième mot ou une troisième phrase. Et souvent, plus vous tapez, plus la phrase est longue. Vous avez tapé un mot, ça ne va pas. Vous tapez deux mots, ça ne va pas. Vous tapez 5 mots. Ah tiens, là, j'ai trouvé mon truc. Et bien, il analyse tout ça. Il va dire, tiens, cet internaute-là, il a d'abord recherché ça, ensuite recherché ça, ensuite recherché ça. Donc, faites des phrases. Quand vous mettez vos titles, quand vous mettez vos descriptions, quand vous mettez votre balisage hiérarchique, des phrases. Souvent, il y a des gens qui me disent bah, « j'ai qu'à mettre tout le temps le même mot-clé ou plein de mots-clés dans le même truc ». Surtout pas. Rappelez-vous, la correspondance entre la recherche de l'internaute et votre site. Qui, dans Google, tape « restaurant, 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 restaurant ». Personne ne fait ça. Vous cherchez un restaurant où vous pouvez aller manger une pizza à Metz. D'accord? Donc ça, c'est important. OK? Et votre historique de recherche. Ça, c'est important aussi. Tout ce que vous avez pu faire sur l'historique. D'accord? Qu'est-ce que vous avez été visité? Ça va? Et là, il y a une notion importante. Très, 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 très importante. RankBrain. RankBrain, c'est l'intelligence artificielle de Google. C'est lui qui doit aller comprendre qu'est-ce que vous avez recherché derrière votre recherche. Par exemple, vous recherchez un restaurant italien. Vous pouvez aller chercher un restaurant italien pour aller manger une pizza, pour aller manger des pâtes, pour aller manger des spécialités italiennes. Je ne connais pas les spécialités italiennes, mais derrière, il va falloir qu'il assimile tout ce type de requêtes-là. D'accord? Ça, c'est RankBrain qui le fait. Et pour faire ça, en fait, RankBrain utilise ce qu'on appelle le word embedding. Le word embedding, c'est une technique, pour vous simplifier ça, c'est une technique de vectorisation. En fait, on va prendre un mot et on va le représenter avec un vecteur dans l'espace. D'accord? Et ça nous permet de croiser des mots. Et comme on les croise, on sait qu'ils ont à peu près la même signification. C'est comme ça que travaille RankBrain. D'accord? Par exemple, Amazon le faisait un peu, maintenant le fait un peu moins, mais quand vous recherchez, je veux acheter une table à manger, bah, vous pouvez avoir un résultat de recherche qui est des chaises. Bah, c'est pas con. Vous recherchez une table à manger. Vous avez techniquement besoin de chaises. Et pourtant, table et chaise, étymologiquement parlant, c'est très éloigné. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est très proche. Exactement. Donc, deuxième conseil que je vous donne, dans vos fameuses titles, vos fameuses descriptions, etc., écrivez comme vous parlez. RankBrain prépare à la recherche vocale.
D'accord? De plus en plus, vous allez parler à Siri, vous parlez à Google Home, vous parlez à Alexa. Donc, faites des phrases comme si vous parliez. Donc, dans vos titres de page, mettez des questions. Ça va? Allez, on voit justement les critères. Qu'est-ce qui fait que Google va à un moment donné vous positionner plutôt haut ou pas? Donc, vous avez vu qu'il fait plein de choses avant même d'aller regarder votre site. Hein. C'est qu'avant de regarder votre site, il a regardé qui recherche, qu'est-ce qu'il recherche. Et seulement là, maintenant, il va regarder votre site avec ce fameux index. D'accord? Et là, je l'ai résumé en 3 points. La première, c'est pour moi la plus importante, ce qu'on appelle votre domaine authority, la notoriété de votre domaine. Est-ce que votre site, il est jugé pertinent par Google? D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'il est jugé pertinent? Est-ce que vous avez beaucoup d'internautes dessus? Est-ce que vos internautes restent longtemps? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un CTR performance? Vous savez, le nombre de fois où on est affiché dans les moteurs de recherche et le nombre de fois où on est cliqué. Je reviens à ma fameuse balise description, ma balise titre qui est importante. Voilà, ça c'est des données. Combien il y a de sites qui parlent de vous? D'accord? Ce qu'on appelle du netlinking. Les gens me disent, est-ce que les réseaux sociaux, c'est important le référencement? Les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte dans les SEO. Ce n'est pas la peine. Google et Facebook, c'est des ennemis jurés. Vous doutez bien que Facebook ne va pas donner les ouvertures, les clés de son truc à Google. Il ne se passe rien. Google ne peut rien analyser en termes de SEO. Par contre, il va juger le nombre de personnes qui viennent de vos réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux avec 10 000 personnes qui vous suivent, qu'à chaque fois que vous mettez un article, ça renvoie 200 personnes sur votre site. D'ailleurs, quand vous avez des réseaux sociaux, mettez l'actu sur le site et faites un lien sur Facebook. Faites pas l'inverse, mettez pas l'article sur Facebook. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à venir sur votre site. D'accord? Donc, article sur les réseaux sociaux et un lien vers le site. Si vous avez plein de gens qui viennent, Google se dit, tiens, je peux pas aller voir ce qui se passe, mais en tout cas, ça génère du monde. Donc, ça doit être un site de qualité. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine authority. C'est pour moi le plus important. D'accord? Ensuite, la pertinence des pages. Est-ce que vos pages, elles répondent aux grands critères de Google? Et ça, c'est ce qu'on disait. Avoir les bons mots au bon endroit, avoir une balistique qui est importante, d'accord? Avoir au moins 800 à 1000 mots dans la page, ça c'est important. En dessous de 300, on considère que vous n'avez aucune chance d'apparaître. En dessous de 300 mots, c'est de l'ordre de l'irréel. Au-dessus de 800, ça commence à être une belle page Internet, d'accord? Avoir des photos qui sont bien renommées. Google ne lit pas les photos. Par contre, il va lire la description que vous mettez. Ça s'appelle la balise alt. Et après, autre point pour quand même avancer, la qualité technique. Votre site, si techniquement il n'est pas bien monté, les spiders, ils ne viendront pas passer dessus parce que ça va lui demander du temps. Ils ne vont pas comprendre. Donc du coup, ils vont arrêter. Ça va? Mettez le point sur la qualité technique. Et quand je parle de qualité technique, comprenez un truc. 80% de la qualité technique, elle est jugée sur votre vitesse d'affichage. Si vous avez un site qui se charge rapidement, vous avez déjà résolu une grande partie des problèmes techniques. Un site qui se charge rapidement. Je vous donne un site, si vous voulez, ça s'appelle GTmetrix. GTmetrix, avec un X à la fin, d'accord? Vous mettez votre site dedans et il vous donnera tout un tas de résultats. Et puis après, je terminerai là-dessus, c'est tout ce qui va s'appeler les filtres. Ça, c'est les bons points. Google vous a attribué des bons points. Il a vu votre site et il vous a mis plein de plus. Maintenant, il va vous mettre des moins. Je vous en donne que 2. Il y en a plus gros, mais je vous donne les 2 plus gros. D'accord? On appelle ça Welcome to the Zoo en référencement parce que c'est tous des noms d'oiseaux. Ou des noms d'animaux en tout cas. Enfin, ce n'est pas d'oiseaux d'ailleurs, c'est d'animaux. Le premier que je vous explique, c'est Panda. Panda, c'est un filtre qui est rentré dans l'algorithme principal en 2015. Et Panda, en fait, son rôle, c'est d'aller gérer tout ce qu'on appelle le contenu à faible qualité. Panda, il va simplement regarder si vous avez peu de mots, s'il n'y a pas beaucoup de mots-clés, si effectivement c'est mal structuré dans vos balises. Voilà, c'est ça qu'il regarde. Le duplicate content n'est pas géré par Panda. D'accord? Mais en gros, un premier filtre qui passe et qui vous met des mauvais points. Énorme avantage depuis quelques années, Panda est en temps réel. Avant, Panda est passé à un intervalle où on ne savait pas trop. C'est-à-dire que quand il passait et qu'il vous mettait un moins, même si vous changiez, vous tapiez le moins pendant jusqu'à ce qu'il repasse, quoi. Alors si en plus vous avez un crawl budget qui était faible, que vous aviez pris un moins, voilà, c'était une misère. Donc là maintenant il est en temps réel. C'est-à-dire quand vous faites une modif, tout de suite après il est pris en compte. D'accord? Premier filtre. Donc faites du contenu de qualité. Deuxième filtre, Penguin. Penguin, lui, juge ses liens. Je vous ai dit que ce qui était important, c'était d'avoir des liens de qualité. D'accord? C'est d'avoir des gens qui vous envoient vers votre site. Vous avez un blogueur, un influenceur qui parle de vous, qui envoie un lien vers votre site, c'est très bien. Du coup, il y a des SEO qui se sont dit, je vais gruger ça. Je vais créer plein de liens.
Je vais faire plein de liens, de sites un peu bizarres, puis je vais faire plein de liens. On appelle ça les black hats. Moi, je fais un white hat. Donc moi, mon métier, c'est de faire du SEO avec les règles de Google. Et les black hats, c'est de jouer avec les règles de Google pour être plus fort que moi. Ouais. Je ne dis pas qu'ils trichent, ils jouent avec les règles, parce qu'ils ne trichent pas. Et donc, du coup, ils créent des fermes de liens. Donc, ils créent plein de sites qui parlent de plein de domaines et on peut acheter des liens directement sur ces sites. Ça cartonne. Je peux vous dire que c'est chiant parce que ça marche vraiment bien. Bon, le problème, c'est que si jamais Google chope une ferme de liens, eh ben, tout ce qui est dessus, ça squeeze. Hein. Et puis là, après, pour remonter, voilà. Donc maintenant, il y a quand même des acteurs qui ne sont pas mauvais et qui, du coup, arrivent à faire. Mais, donc, créer des liens, d'accord? Et bien, lui, ça, c'est le rôle de Penguin. Penguin, il va aller regarder tout ça. En fait, le SEO a beaucoup évolué. Avant, le SEO, c'était quoi? C'était une page blanche avec 10 liens, ce qu'on appelait les liens bleus, d'accord? Maintenant, quand vous faites une requête, il y a plein de choses. Il y a une map avant. Des fois, il y a des annonces. Il y a des fois une liste. Des fois, il y a une réponse en direct. Il y a plein de choses. Parce qu'en fait, Google a défini quelque chose d'assez simple. Alors, ce n'est pas Google, c'est Larry Page. Larry Page, il a dit, le bon moteur de recherche, il a une définition qui est assez simple. Hein. Il dit, le meilleur moteur de recherche, c'est celui qui comprend exactement ce que vous voulez et qui vous donne exactement la réponse que vous attendez. Voilà, ça c'est le bon moteur de recherche. D'ailleurs, Larry Page ne qualifie pas Google comme un moteur de recherche, il qualifie ça comme un moteur de réponse. Et il est en train de chercher à devenir le moteur de la réponse. Mon exemple de tout à l'heure, si je vous demande une pizzeria, vous n'allez pas me donner une liste de 10 pizzerias, vous allez m'en donner une. La meilleure. Celle que vous jugez, vous, la meilleure. Ça, c'est ce que Google essaye de faire. Google essaye de vous donner la meilleure réponse. Vous avez quelque chose qui est apparu depuis quelques années qu'on appelle le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, il se représente, vous savez, quand vous faites une requête, des fois vous avez un petit cartouche qui apparaît sur le côté droite des recherches. Vous voyez ce petit truc qui apparaît? Les gens confondent souvent et disent c'est Google My Business. Non, en fait, ce n'est pas le My Business, c'est ce qu'on appelle le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, c'est quoi? Google s'est donné une petite ambition, à hauteur de Google, qui est de dire qu'il doit comprendre le monde. Google s'est dit, je veux comprendre le monde. Pour comprendre le monde, il a besoin de comprendre 4 choses. Les personnes, un lieu physique, un instant T, pour une raison particulière. Aujourd'hui, on est nous tous physiquement, nous personnes, ici, pour parler de référencement, le lundi matin. Si je comprends ces 4 facteurs-là, je peux expliquer pourquoi on est tous dans cette pièce-là. Donc j'ai compris le monde. D'accord? Et bien tout ça, il collecte plein de données. Et il met tout ça dans ce qu'on appelle un data lake. Donc il stocke tout ça dans ça, qu'on appelle le knowledge graph. D'accord? On estime que le knowledge graph connaît à peu près 35% du monde aujourd'hui. D'accord? Et donc, ce que vous voyez apparaître sur la petite cartouche à droite, c'est les infos qu'il connaît de vous. Tapez le nom de votre société dans Google. Si vous n'avez pas de knowledge graph, vous ne serez pas référencé. Tapez votre nom. Si vous avez un knowledge graph, c'est qu'il a des infos pour vous. Et comment on peut travailler son knowledge graph? Déjà, Google My Business. Créer un Google My Business est un outil de référencement très puissant. Google My Business, c'est le fait d'avoir un établissement physique géolocalisé sur Google. Le fait d'avoir des réseaux sociaux. Le fait d'avoir des avis. Si vous avez des avis. Alors, comment ça se paye ça ou alors, My Business, gratos. Réseaux sociaux, gratos. Alors, ça demande du temps quand même, mais en tout cas, il n'y a pas de frais. D'accord? Les avis, gratos. Par contre, tous les outils que je vous donne là, gratuits. Attention, gratuits à partir du moment où on les utilise correctement. C'est-à-dire que être bon sur les réseaux sociaux, ça demande un temps de fou furieux. Ouais. Être bon sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas de poster 4 photos. D'accord? Être bon sur les réseaux sociaux, ça nécessite d'avoir préparé, d'avoir réfléchi à ce que veut entendre l'internaute, de faire du contenu de qualité. Enfin, c'est très long, hein, les réseaux sociaux. On ne va pas faire le point là, mais en tout cas, tout ça, c'est des outils gratuits. My Business, le Oise, voilà. Après, si vous faites de l'AdWords, ça c'est payant, mais si vous faites de l'AdWords, ça facilite un petit peu aussi le knowledge graph, il a un peu plus d'infos sur vous. Gros problème d'AdWords. AdWords. En fait, ça ne s'appelle plus AdWords, ça s'appelle Google Ads. Ils ont changé de nom l'année dernière. Mais gros problème, Ads, ADS, comme Advertising. Voilà. Et très gros avantage, hyper héroïste. 2 inconvénients, la complexité à utiliser. En fait, nous, on utilise le même outil que vous. C'est-à-dire que si vous vous connectez à mon compte, c'est 100% le même que vous allez faire. La seule particularité, c'est que moi, pour monter une campagne, je mets 2 jours. Parce que je vérifie à peu près 250 à 300 critères.
sur des recherches de mots-clés, des volumes, des concurrences, etc. Et Google vous propose une génération d'annonces automatiques en 4 minutes. Autant dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes retours que Google. Voilà. Donc, complexité d'utiliser. Et puis après, moi, je trouve que c'est un outil qui est par contre pas du tout pérenne dans le temps. C'est-à-dire que tant que vous payez, vous êtes en haut. Le jour où vous arrêtez de payer, vous disparaissez. Donc, c'est un très bon outil pour se lancer. Moi, j'ai tous mes clients, je préconise. C'est la première chose que je préconise. On commence avec ça. Et ensuite, je réduis au fur et à mesure mes budgets AdWords pour aller travailler sur des budgets plutôt de référencement naturel. Voilà. Et donc, en gros, sur un budget de 100, je vais préconiser 80% de payant, 20% de naturel au départ. Et plus ça va aller, plus je vais réduire la part du payant pour augmenter mon naturel. Mais je garderai toujours de l'AdWords. Donc, le knowledge graph, très important. Les itinéraires. Si vous avez un fleuriste, renseignez bien vos adresses justes, très bon, dans le My Business. Parce que quelqu'un qui va rechercher fleuriste, ça va ressortir les itinéraires dans Google Maps. Donc, ça peut être une façon d'arriver chez vous. Les réponses directes. Tapez, vous pouvez faire un test. Tapez l'âge de Barack Obama dans Google. Et ben, vous avez une réponse au-dessus, qu'on appelle la P0. C'est au-dessus de la position 1. Il n'y a même plus besoin d'aller sur un site. Imaginez pour nous, référenceurs, la catastrophe. Nous, on essaie de vous positionner en 1. Hey, Google a inventé un truc au-dessus du 1 qu'on ne maîtrise pas. Et même Google, aujourd'hui, est incapable de nous donner comment ça fonctionne. Parce que la business unit en charge de la P0 chez Google, elle est hyper verrouillée. Elle est hyper verrouillée et du coup, on ne sait pas comment elle fonctionne. Alors, ils nous disent que ça fonctionne avec de la microdonnée. Ok, la microdonnée, ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Mais on la met où? On fait quoi de la microdonnée? Ah, ben ça, je ne sais pas, tester. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait plein de tests. On ne sait pas trop. On sait que souvent, c'est quand même les 3 premiers résultats de la page qui sont en P0. Après, vous avez les extraits optimisés. Ça, c'est hyper important aussi. Les extraits, d'où l'importance d'avoir une bonne balise description, une bonne balise titre. Parce que des fois, il va pouvoir prendre des extraits, vous le mettre aussi devant. Chez Alexa fonctionne avec ça, par exemple. La Google Home fonctionne avec ça. D'accord? Et puis après, vous avez des listes enrichies. Quand vous faites le site internet, réfléchissez bien aussi à bien le structurer pour que si vous avez, par exemple, différents avantages, ou quand vous faites une recette, listez bien, avec des puces LI, techniquement, les différentes étapes. Ça vous permettra d'avoir... Ça va? Si je devais résumer, 1, Google, il passe sur tout le site, sur toutes les pages du web qui existent. Ensuite, il vous met dans cette grosse bibliothèque qu'on a appelée l'index. Et quand il était sur l'index et qu'il y a un internaute qui arrive, il essaie de comprendre et il met « Gardez l'image du libraire ». Vous rentrez dans une librairie, le libraire qui vous connaît, il aura tendance à vous préconiser un bouquin qui vous plaît. D'accord? Donc, quand vous allez lui demander un bouquin sur l'histoire de l'immobilier, que vous demandez un bouquin sur l'histoire de l'immobilier, ben, qu'est-ce que fait Google? Eh ben, il va aller regarder dans son index, il va aller regarder tous les bouquins qui parlent de l'immobilier, et puis ensuite, il va vous donner la réponse qui lui semble la plus appropriée. Donc, pour ça, il faut être sûr que votre bouquin, donc votre site, il soit bien compris comme faisant partie de l'immobilier. Et ça passe par les balises titres, métadescription, balisage hiérarchique, H1. Il y a plein d'autres choses, hein, mais je vous donne vraiment les très gros. D'accord? Puis, une fois qu'il a bien compris, eh ben, il va falloir qu'il vous juge pertinent. Et là, pour vous juger pertinent, il faut que votre site soit bien monté techniquement. Faites un GTmetrix. Si vous voyez que vous avez des notes de F, E, G, tant pis pour vous. Allez voir votre prestat et dites-lui, tiens, modifie-moi ça. Vous n'allez rien comprendre, c'est de l'anglais, c'est les termes techniques, mais filez le rapport à votre prestataire et il le refera. Et puis ensuite, travaillez votre notoriété. Travaillez vos réseaux sociaux. Faites de l'AdWords. Plus vous pouvez faire d'outils de com autour, plus vous aurez un domaine qui sera influent, plus vous aurez un domaine influent, plus vous serez référencé.